Thomas Sankara a dit ceci. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un sujet très important et qui va fâcher. Est-ce que les Africains sont cet esclave dont Thomas Sankara a parlé? Est-ce que les Africains s'apitoient sur leur sort en espérant que leur maître les libère? Ou alors les Africains ont compris les enjeux et sont prêts à arracher leur liberté? Malheureusement, je pense que les Africains sont dans la première partie. Beaucoup d'Africains sont encore dans l'optique de s'apitoyer sur leur sort et non pas de se battre pour arracher leur liberté. Je pense que la crise ukrainienne nous montre parfaitement le scénario qui attend les pays africains qui voudront oser se rebeller pour obtenir leur liberté. Par contre, quand on analyse le scénario russe, comme on va le faire maintenant, j'aboutis à la conclusion que les Africains ne sont pas prêts. Et je sais que c'est une conclusion qui fâche, qui fait mal, mais c'est celle à laquelle j'aboutis après mes analyses. J'aimerais donc que l'on regarde cela de plus près. L'Afrique a eu ses indépendances factices depuis 60 ans. Mais dans les faits, on sait encore que le continent africain est un continent qui n'est pas libre. On le voit à plusieurs niveaux. La présence des bases militaires, de monnaies comme le franc CFA, la présence très grande et très influente de multinationales occidentales dans nos pays, ainsi de suite, ainsi de suite. On connaît tous les différentes raisons qui prouvent encore qu'aujourd'hui, même si nous avons des indépendances, même si nous avons des drapeaux, même si nous avons des présidents de la République, les indépendances réelles de nos pays ne sont pas réellement acquises. Par contre, notre génération veut rompre avec ça. Notre génération veut véritablement être la génération de la transition pour vraiment avoir une Afrique libre. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour obtenir cette liberté? Est-ce qu'elle est prête à lutter? Et on va donc comprendre dans cette vidéo comment est-ce que la Russie nous a montré le chemin à suivre. Vous savez, depuis que le conflit russo-ukrainien a commencé, l'Occident s'est fait pour mission d'anéantir la Russie. L'objectif de l'Occident a été très clair dès les premiers jours, de faire de la Russie un nain économique, de lui assigner des sanctions tellement violentes que l'économie russe va se retrouver à genoux. Et pourtant, force est de constater que plusieurs mois après que toutes ces sanctions aient été mises en œuvre, la Russie semble être plus forte que jamais. Comment cela est-il possible? La Russie qui était supposée être aux abois, en train de supplier pour qu'on la laisse, aujourd'hui semble être celle qui tient tout le monde. Quel est le secret de Vladimir Poutine? Et je pense qu'en comprenant ça, vous comprenez mieux pourquoi est-ce que je pense que l'Afrique n'est pas prête. Qu'on fait malheureusement beaucoup de bruit, beaucoup de tapage, mais on a très peu de résultats parce qu'on n'est pas prêt nous-mêmes à assumer notre propre révolte. Prenons donc les sanctions. Quelles sanctions ont été infligées à la Russie? Dans un premier temps, vous vous doutez bien qu'il y a eu une volonté de passer par le Conseil de sécurité des Nations Unies afin de venir pour faire la guerre en Russie. Mais la Russie étant elle-même d'abord membre du Conseil de sécurité, une telle démarche était vouée à l'échec. Clairement. Deuxièmement, la Russie n'est pas un air militaire, ce n'est pas l'Afghanistan. On ne peut pas, ce n'est pas l'Irak. On ne se lève pas un matin, on prend des armes et on dit qu'on va venir attaquer la Russie. Même si on s'appelle les États-Unis, parce qu'il faut le rappeler, la Russie est la première puissance nucléaire au monde, devant les États-Unis. Donc ce n'est pas quelqu'un avec qui on s'amuse ou que l'on intimide n'importe comment. D'ailleurs, les intimidations ne marchent pas. La Russie, au contraire, a la capacité de pouvoir raser un pays comme la France, l'Angleterre, de la carte du monde en quelques minutes. Donc c'est vous dire la force de frappe de ce pays-là. Comme le volet militaire n'est donc pas possible, qu'est-ce que l'on fait? On s'attaque au volet économique et on essaye donc d'asphyxier économiquement. Et cette asphyxie est passée par une stratégie simple qu'on a tous vue qui consistait à fermer les entreprises occidentales qui étaient en Russie. Plusieurs entreprises ont suivi ce pas, parmi lesquelles McDonald's. Et je veux qu'on étudie un peu le cas McDonald's. McDonald's en Russie, pour que vous compreniez bien, ce n'est pas n'importe quoi. La Russie représente pour McDonald's 10% de son chiffre d'affaires de l'année dernière, avec 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Oui, McDonald's fait 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires rien qu'en Russie. Elle a en Russie 850 restaurants. À la différence de la France, par exemple, McDonald's possède pratiquement 84 de ces 850 enseignes. Donc, les restaurants que l'on voit en Russie appartiennent ou appartenaient à McDonald's. C'est pas comme en France, là où ce sont des franchises qui sont les plus nombreuses. Non, en Russie, McDonald's possédait une très grande partie de tous les restaurants. Et pourtant, McDonald's a décidé, suite aux sanctions américaines, de se retirer du marché russe afin de
d'affaiblir l'économie russe. J'ai une question à vous poser, les amis. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons faire le bras de fer avec la France. Nous disons que nous voulons que la France dégage. Répondons honnêtement à cette question. Si la France décide qu'elle va retirer ses entreprises de nos pays, est-ce que nous pouvons tenir face à ce choc? Si vous pensez que oui, argumentez dans les commentaires. Parce que c'est là que ça va se jouer. Et moi, je pense que c'est l'étape ultime. C'est l'étape ultime. Jusqu'à présent, la France a retiré beaucoup de choses au Mali. Elle n'a pas touché ses entreprises. Si demain la France décide, parce que c'est quelque chose qu'elle a dans son arsenal, et je pense que c'est la touche finale, de retirer toutes ces sociétés du Mali, est-ce que vous savez ce qui va se passer de l'économie malienne? Posons-nous cette question. Si la France décide de retirer toutes ces entreprises de la Côte d'Ivoire, toutes ces entreprises du Sénégal, toutes ces entreprises du Cameroun, ils disent on ferme. Vous savez ce qui se passe? Continuons. McDonald's, en Russie, c'est 62 000 salariés. 62 000 salariés. Oui, 62 000 salariés. Donc quand une entreprise comme celle-là dit qu'elle ferme, elle te met au chômage 62 000 personnes. Voilà la stratégie. Voilà la stratégie. Un esclave qui veut se libérer doit pouvoir être capable d'assumer sa révolte. Est-ce que les Africains, donc, qui veulent aller sur le chemin de l'indépendance, sont prêts à assumer leur révolte? La réalité est que nos économies sont en très grande majorité dominées par des multinationales occidentales. Ça veut dire que si ces multinationales décident de faire ce qui s'est fait en Russie, est-ce que nos pays vont tenir? Non. Donc, on n'est pas prêt. Par contre, comment est-ce que la Russie a réagi? Et là, vous allez voir quelqu'un qui est prêt. La Russie a dit très clairement, tous ceux qui quittent notre pays, pas de problème, on nationalise, on récupère vos entreprises et vous ne revenez plus. Face à cela, McDonald's, contrairement à ce que l'on dit, McDonald's n'est pas parti n'importe comment de Russie. McDonald's a revendu ses restaurants à quelqu'un qui avait déjà 25 restaurants chez McDonald's. Il a récupéré les 850 restaurants de telle sorte que personne ne soit au chômage. Et il a conclu un deal avec McDonald's parce que je pense que McDonald's va revenir en Russie. Le deal disait que McDonald's reste propriétaire de la marque McDonald's. Voilà pourquoi est-ce que le nouveau propriétaire a changé le nom de l'enseigne. Parce que McDonald's est resté propriétaire, mais surtout, McDonald's a mis une clause dans le contrat qui permet à McDonald's de racheter ses 850 restaurants dans les 15 années à venir. Oui, McDonald's s'est assuré qu'à tout moment, ils peuvent venir récupérer leur restaurant. Vous comprenez? Vous comprenez la stratégie en se disant, quand cette crise va se calmer, quand aux États-Unis on va nous lâcher les basques, on va revenir en Russie, reprendre notre business. Et ils se sont donné 15 ans pour ça. Voilà les dessous du contrat dont on ne parle pas. On dit juste que oui, McDonald's est parti de Russie. Non, ils sont partis de Russie, mais en tenant une corde qui leur permet de revenir à tout moment. Parce qu'ils ont besoin eux aussi de ce marché extérieur. C'est 10% de leur marché. 10%. 850 boutiques. C'est énorme. C'est énorme. Donc, l'autre question donc que je veux que l'on se pose par rapport à nos pays africains, c'est sommes-nous prêts? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais vous lire la liste de quelques entreprises françaises qui sont au Mali. Pour que vous voyez que les entreprises françaises au Mali recrutent énormément. Je vois HK Mali Industrie, groupe Ami Mali. Parfois même certains vont découvrir maintenant que c'était des entreprises françaises. Agence d'architecture Edificaire, Air France, BICIM, BICIM, BRA Mali, c'est une entreprise de route, cabinet EGCC International, CATEC, CFAO Motors, bien évidemment, CIFAM, CMM, et je peux continuer, la liste des entreprises françaises au Mali est très longue. Diaspo Hub, Donilave, Embal Mali, ESF Travel, General Computer, Grasse Savoy, Laborex Mali, Manutention Africaine, Métal Soudan, Orange Mali, RMO Mali, Somafrec, bref, et tu peux continuer la liste. Et là, je vous ai parlé uniquement des Françaises. Qu'en est-il des Allemandes? Qu'en est-il des Américaines? Ainsi de suite, ainsi de suite. Si ce scénario donc arrive au bout et que
ces entreprises décident de partir du jour au lendemain, comme ça a été le cas en Russie, est-ce que nos pays ont donc prévu la relève? Est-ce que nos pays vont avoir, comme en Russie, des entrepreneurs qui vont se dire « Si la France s'en va, je rachète Orange. Orange veut partir, je rachète Orange. Si, je sais pas moi, Air France veut partir, je rachète. Si CFAO Motors veut partir, je rachète. » Parce que c'est comme ça que la Russie a fait. Quand vous dites que vous partez, un entrepreneur russe se lève et il dit « je rachète ». Ou alors un entrepreneur qui est dans le pays. Parce que l'entrepreneur qui a récupéré McDo n'est même pas russe, c'est un Sibérien. C'est un Sibérien, mais qui fait du business en Russie. Donc moi je me dis, c'est l'économie qui dirige ce monde. Et les Africains devraient le comprendre très rapidement. Et s'investir dans le business pour avoir des entreprises et devenir puissants économiquement. Parce que ce n'est qu'à cette condition-là que l'on pourra récupérer réellement la liberté dans nos pays. Ce n'est pas avec les discours. Parce que tant que, économiquement, nos économies sont détenues par l'étranger, on a des économies factices. On a des économies en réalité qui se décident à Paris. On a des économies en réalité qui se décident à l'étranger. Parce qu'il suffit effectivement qu'un coup de fil soit passé, qu'on ferme 5-6 entreprises du jour au lendemain pour avoir des dizaines de milliers de personnes au chômage. Et vous savez très bien, le peuple a besoin du pain et des jeux. Et quand on ferme les entreprises, on coupe au peuple quoi? Le pain. Rappelez-vous des émeutes de 2008. Les gens sont descendus dans la rue parce que les prix étaient devenus trop chers. Imaginez-vous ce qui peut donc arriver si des dizaines de milliers de personnes se retrouvent au chômage du jour au lendemain et que l'État n'a rien à leur proposer en alternative. Ça va péter. Donc, si nous disons que nous voulons donc réellement la liberté de nos pays, la liberté de nos États, elle passe indubitablement par la maîtrise économique de nos États, par des champions locaux. Voilà pourquoi un pays qui réellement veut s'affranchir, un pays qui réellement veut devenir libre, doit créer des champions locaux. Vous avez bien compris. Un pays qui veut réellement s'affranchir, ce n'est pas avec les annonces gouvernementales. Non, non, non. Le Mali, la Guinée, le Burkina et tous les autres, s'ils veulent réellement s'affranchir de la France et des autres, doivent créer des champions locaux. Ils doivent créer des conditions de telle sorte que des acteurs économiques locaux deviennent de plus en plus grands, de plus en plus puissants. Pour que ceux-ci aient la capacité, si c'est nécessaire, de pouvoir se suppléer du jour au lendemain à toute tentative de chantage que pourraient subir nos pays. Parce qu'en fait, c'est vers ça qu'on va aller. Plus la relation va se tendre et plus chacune des parties va abattre ses cartes pour mettre l'autre à mal. Et la carte ultime de l'Occident vis-à-vis de l'Afrique, ce sont ces entreprises, ce sont ces multinationales. Donc, si nous disons que nous voulons faire ce combat, mener cette guerre et avoir une chance de la remporter, nos entreprises doivent être grandes, fortes, prospères. Et c'est à ce prix-là qu'on pourra rivaliser. C'est à ce prix-là qu'on pourra tenir tête. C'est à ce prix-là qu'on pourra réellement prétendre être indépendant. Si on ne fait pas ça, c'est du bruit, c'est du verbiage. On fait du tapage à gauche à droite. C'est pour ça que j'ai mis l'économie au cœur de mes préoccupations. Parce qu'il faut que les Africains deviennent forts et puissants économiquement pour leur propre bien-être et pour pouvoir résister à toute tentative d'intimidation. Maintenant, il faut le dire, nos pays malheureusement raisonnent à l'envers parce que beaucoup de nos dirigeants ont peur d'avoir des champions locaux, de peur que ces champions locaux, soi-disant, financent les oppositions ou alors deviennent des adversaires politiques. C'est une vision très court-termiste, mais malheureusement que beaucoup de nos dirigeants ont. Ils ne voient pas tout ce qu'on gagnerait à avoir de vrais géants locaux, comme c'est le cas au Nigeria. Le Nigeria a beaucoup de champions locaux. Ils ne voient pas tout ce que ça peut apporter comme autonomie et comme leadership au pays et comme enrichissement. Ils voient juste la préservation de leur prochain mandat. Et ils se disent, si on fait grandir des champions locaux, voilà. Et ça, d'après moi, c'est bien évidemment un calcul court-termiste qui ne profite pas aux intérêts du pays. Il faut que nos pays créent des champions locaux. Il faut qu'on ait des milliardaires en dollars, année après année. Parce qu'on a donné la possibilité, on a donné des opportunités, on a donné des facilités douanières, ainsi de suite, pour pouvoir permettre à des acteurs locaux de devenir grands, forts et puissants, et qui ne deviennent plus des acteurs nationaux, mais sous-régionaux, et ensuite continentaux, et pourquoi pas intercontinentaux. C'est à ce prix-là seulement que nous allons pouvoir obtenir notre liberté, la réelle, la vraie. Je sais que cette vidéo, comme j'ai dit en début, ne va pas être populaire, qu'elle ne va pas plaire, mais je suis absolument convaincu que c'est le chemin par lequel il faut passer. Je suis absolument convaincu que c'est par ça que nous devons aller si nous voulons réellement libérer nos États. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous arrivez jusqu'au bout et que vous n'avez pas juste commenté au début comme malheureusement certaines personnes le feront sans avoir compris toute la teneur de ma position.
À très bientôt les amis.